Pendant que les Mugiwara sont sur le point de rencontrer le célèbre docteur Vegapunk et de faire face aux agents du CP0, leurs principaux concurrents lancent désormais pour de bon le début de la course au One Piece. Shanks a déjà commencé, Kid et Law continuent leur route, et Barbe Noire sort enfin de l'ombre pour continuer de voler les puissants fruits du démon qu'il croise en tentant de récupérer les road poneglyphes de ses ennemis. La saga finale annonce la dernière ligne droite vers le trésor de Roger, et le temps qu'ont les Mugiwara pour y parvenir est désormais compté. C'est une nouvelle fois un chapitre plein de surprises, et je vais diviser la vidéo en deux grosses parties. On parlera d'abord de la civilisation que Vegapunk a mis en place, et de Jewelry Bonnie et de Kuma, puis on reviendra en détail sur les plans de Barbe Noire. Abonnez-vous et likez la vidéo pour soutenir la chaîne, et nous on est parti pour l'analyse complète du chapitre 1063 de One Piece. Le chapitre s'ouvre sur le groupe de Luffy qui continue de découvrir les mystères que propose ce laboratoire géant. Après avoir découvert la cuisinière automatique qui prépare des centaines de repas en quelques secondes, on voit maintenant une machine pour changer de vêtements. On voit donc les tenues que Luffy et les autres vont garder pour le reste de l'arc, qui sont comme à l'habitude de Vegapunk, de véritables bijoux de technologie. Pas trop chaud par rapport à leur apparence, ni trop lourd pour le combat. Mais ils vont rapidement se heurter à un problème, tout ce qu'ils ont mangé ou les nouveaux vêtements qu'ils utilisent, ils étaient censés les payer. Et c'est maintenant à la sécurité de la ville qu'ils vont avoir affaire. Je parle bien d'une ville parce que Vegapunk semble avoir créé un véritable écosystème totalement autonome, dans lequel vivent des dizaines de créations originales et uniques. En effet, en plus des satellites mis en place par le scientifique, on retrouve une police avec le pacifista, mais aussi des civils qui se baladent et vivent à l'intérieur de ce grand complexe, et certains ont même une spécialité et par conséquent un travail, comme la pétrologie, qui est globalement l'étude de la formation et de la transformation des roches. Les autres inscriptions sont plus difficiles à lire, mais on peut confirmer qu'ils travaillent pour aider Vegapunk, puisque Bonnie nous dit qu'il serait logique que ce soit des laborantins, soit des assistants de laboratoire. La ville dans laquelle sont tombés les Mugiwara est très intéressante puisque tout a été imaginé et mis en place par un seul homme, en passant par les bâtiments et les rues jusqu'aux habitants eux-mêmes. Ils sont totalement autonomes, ils gèrent leur sécurité, la propreté et même le recyclage, le tout sans besoin d'une quelconque aide extérieure. Depuis que les Mugiwara sont arrivés sur Egghead, ils font face à de véritables prouesses technologiques qui n'existent nulle part ailleurs et qui continuent de montrer à quel point Vegapunk est en avance sur son temps. Mais en attendant de le rencontrer, le groupe de Luffy fait face à un pacifista. Malgré la dangerosité de cette machine et les dégâts importants qu'elle peut causer, ce n'est plus vraiment un problème pour Luffy qui peut la détruire en quelques coups. Mais le chapitre précédent nous a appris que Kuma était en réalité le père de Jewelry Bonnie, et elle ne veut bien sûr pas voir l'image de son père se faire détruire devant ses yeux. Bonnie empêche alors Luffy de l'attaquer et reste impuissante face au pacifista qui menace de la tuer. Une partie de l'île explose et nous ne savons pas dans quel état on va les retrouver dans les prochains chapitres. L'explosion a l'air assez énorme et les dégâts qu'elle a pu causer pourraient précipiter le retour de Lilith et du groupe de Zoro qui se trouve à proximité du laboratoire. Mais en attendant de savoir ce qu'il est arrivé au groupe de Luffy, on part en mer pour retrouver Law et son équipage qui sont attaqués par Barbe Noire. C'est au chapitre 650 qu'on a appris qu'après la guerre de Marineford, l'équipage de Teach s'est mis en tête de chercher tous les puissants possesseurs de fruits du démon pour leur voler leur pouvoir. Sur Dressrosa, Burgess a tenté de s'emparer du Mera Mera no Mi, mais a été dépassé par Sabo. Et au chapitre 925, on a pu voir les nouveaux pouvoirs de Katarina Devon avec son Inu Inu no Mi et le fruit de l'invisibilité d'Absalom qui a été volé par Shiryu. Dans ce chapitre, on voit aujourd'hui 3 nouveaux pouvoirs qui continuent de renforcer encore et toujours cet équipage aussi puissant que terrifiant. Burgess possède un fruit qui augmente largement sa force brute et qui selon moi lui va beaucoup mieux que le Mera Mera no Mi. Vanagur a mangé le fruit de la téléportation et on n'en sait pas vraiment plus. On ne sait pas par exemple s'il peut se téléporter lui-même ou même sur quelle distance. Et enfin, le fruit le plus intéressant des 3, les pouvoirs de contagion de Doc Q. Le docteur de l'équipage de Teach semble pouvoir propager des maladies, ou en tout cas il semble pouvoir agir sur l'organisme de ses victimes, en rendant le tout contagieux. En l'occurrence ici, il a pu agir sur le corps de Law et ainsi le changer en femme. Nous ne savons pas vraiment comment il s'y prend puisque nous sommes arrivés au milieu de l'action, mais je pense que Doc Q ferait un adversaire parfait pour Chopper dans l'éventualité où les deux équipages se rencontreraient. Cette chasse aux fruits du démon rend Barbe Noire et son groupe extrêmement dangereux et menaçants, mais malgré tout un haki suffisamment puissant permet de venir à bout du sort d'un fruit du démon. Law a ainsi pu retrouver sa forme normale et stopper la propagation au sein de son équipage.
Teach nous dévoile une partie de son plan. Son but en venant ici est d'intercepter l'un des 3 équipages qui ont combattu Kaido, en sachant pertinemment que l'un des 3 capitaines présents sur Wano allait se rendre sur cette île, dans le but de s'emparer des poneglyphes qu'ils ont pu trouver jusqu'à maintenant. Cette rencontre n'est pas non plus anodine, puisque les 2 pirates semblent s'être déjà rencontrés au cours de leur aventure. En effet, Law a provoqué les événements de Rocky Port, qui a permis la défaite de Wang Zi, un ancien membre des Rocks, et par conséquent, la prise de la ruche par Barbe Noire, où il a aujourd'hui établi son QG. Nous n'avons pas vraiment de détails sur cet événement, mais on sait que Kobe est intervenu et a protégé les habitants de la ville, et est maintenant considéré comme un héros. On avait déjà eu l'occasion d'en parler lors du chapitre 1059, et la rencontre entre Barbe Noire et Law pourrait nous montrer un flashback de cet incident, montrant le visage d'un ancien membre des Rocks, et pourquoi pas quelques révélations à ce sujet, mais surtout pour pouvoir avoir des informations sur la situation de Kobe, puisqu'à la fin du chapitre 1059, on a appris que l'ami de Luffy a été capturé par Teach et emmené sur l'île de la ruche. Le passif entre Law et Barbe Noire n'est pas mis en avant pour rien, et il est certain que pas mal de révélations seront faites au cours de cette bataille. Le chapitre se termine sur le début du combat des 2 capitaines, et cet affrontement va selon moi dans un seul sens, et je pense que Teach et son équipage sont beaucoup trop forts pour bon nombre d'adversaires, dont Trafalgar Law. Le capitaine du Heart va devoir trouver un moyen de s'en sortir s'il veut pouvoir atteindre son objectif en vie. Pour ça, j'ai une théorie. Dans l'équipage de Law, on retrouve son second et navigateur Beppo. Durant l'arc Zou, on a appris qu'il était en réalité un minx, mais qu'il n'a pas énormément de souvenirs de son enfance parce qu'il a quitté l'île assez jeune. Malgré tout, si c'est un minx, il doit pouvoir se transformer en forme Sulong au moment de la pleine lune. Si Law est en mauvaise posture au point de ne plus pouvoir s'enfuir, je pense que la forme Sulong de Beppo pourrait être suffisamment efficace pour faire partir Barbe Noire. On sait qu'il est très prudent et ne prend pas le moindre risque s'il n'est pas sûr à 100% d'atteindre son but. Lorsqu'on découvre pour la première fois la forme de Sulong, Jinbei nous dit que tous les minx sont capables de l'utiliser, mais qu'elle pouvait devenir très dangereuse si l'utilisateur ne la maîtrisait pas. En voyant son capitaine aux portes de la mort sans pouvoir réellement intervenir, il laisserait remonter ses instincts primitifs face à la pleine lune, ne laissant que sa rage en face de Teach. Un peu à la manière de Chopper sur Enies Lobby, qui s'était senti obligé de prendre 3 Rumble Balls en prenant le risque de blesser ses amis. Mais la transformation de Sulong comporte pas mal de risques. Non maîtrisée, elle fait perdre totalement la mémoire à son utilisateur, s'en prenant à n'importe qui, et comme Jinbei nous l'a appris, elle peut même causer sa mort. Et c'est comme ça que je vois Law sortir vivant de son combat. Teach ayant atteint son objectif, à savoir voler les copies des rots de poneglyphes, ne prendrait pas plus de risques face au déchaînement de puissance incontrôlé et incontrôlable de Beppo. Je ne pense pas que le navigateur mourrait de ça, parce qu'on sait qu'Oda a du mal à faire mourir ses personnages. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres théories, comme l'intervention de Shanks qui pourrait démarrer un combat contre Barbe Noire, comme je l'ai déjà beaucoup théorisé sur la chaîne, mais malgré tout j'aime bien cette théorie et j'aimerais bien que ça se passe de cette façon. Il n'y a actuellement que 3 membres de l'équipage de Teach, ainsi que Teach lui-même. Sur Amazon Lily, quelques semaines plus tôt, seuls Vasco Shot et Katarina Devon étaient présents pour s'emparer du fruit du démon de Boa Hancock. On peut donc imaginer que tout l'équipage de Teach s'est séparé en plusieurs groupes pour être le plus efficace possible. Certains partis chercher des fruits du démon pour compléter leur collection, et d'autres partis à la recherche des rots de poneglyphes et un moyen de les lire pour se rendre prochainement sur Love Tale. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer en ce moment même sur le territoire de Big Mom. La mini-aventure en cours montre la tentative de fuite du Germa Double Six depuis les événements de Whole Cake. Le chapitre 1046 nous montrait 2 personnages qui étaient arrivés sur Chocolate Town. Mais si jusqu'à maintenant nous pensions que c'était Ichiji et Reiju venus délivrer leurs frères, on apprend maintenant que la ville de Pudding s'est faite entièrement recouverte de glace, pendant que le Germa agissait sur Whole Cake, bien loin de là. Dans ce chapitre, on apprend désormais que Cracker s'est fait battre et que la fille aux 3 yeux a été enlevée. Aokiji serait à l'origine de ce drame et agirait au nom de l'équipage de Barbe Noire qui l'a rejoint depuis Dressrosa. La volonté de Teach semble claire, il a kidnappé Pudding pour pouvoir utiliser son 3e œil pour déchiffrer les rots de poneglyphes que les autres équipages auront volés. Malgré tout, on sait que Big Mom ne voulait plus attendre qu'elle l'éveille et voulait capturer Robin après la guerre de Nigashima. Il est possible que Pudding ne l'ait toujours pas éveillé et empêche Teach d'avancer comme il le voudrait. Un événement qui pourrait largement accélérer la rencontre avec Luffy en voulant désormais se servir de Robin pour atteindre son but. Un combat aux portes du One Piece dans lequel le gagnant pourrait enfin se rendre sur Love Tale et devenir le prochain seigneur des pirates.
Dans tous les cas, avec chance, Barbe Noire est certainement le plus proche de réunir les 4 Road Poneglyphs. La course au One Piece est encore longue et rien n'est encore joué, mais désormais, il n'y a plus de temps à perdre.